Salut à tous, Phoenix Suns, j'avais promis, et ben on y est. C'est parti, premier épisode avec cette équipe, très très alléchante, avec le recrutement de Chris Paul comme ça qui vient compléter un joli 5 majeur notamment. Après on va parler du détail juste après. Donc que peuvent faire ces Suns là comme ça dans une partie de My League sur NBA 2K21? Maintenant que les choses sont un petit peu clarifiées au niveau des effectifs, on va se lancer tout de suite dans une rotation avancée avec comme ça un Chris Paul qui va avoir le ballon le plus souvent dans les moments importants. Déjà, voilà, je commence toujours par le début et la fin du match parce que j'estime que c'est ce qui doit déjà être mis en place, puis après on a juste le reste des minutes, ce que je fais en tout cas là sur ce coup-là. Chris Paul démarre avec Devin Booker, Mikal Bridges est dans le 5 bien évidemment. J'ai choisi de mettre Jay Crowder en 4 pour démarrer, et puis après évidemment il jouera aussi par séquence en poste 3. DeAndre Ayton est le troisième homme qui doit évidemment avoir de grosses et belles minutes, voilà. Donc important, je vais toujours terminer le troisième quart et jouer l'intégralité du second. Donc voilà, chose faite ici. Et après, la question qui va se poser, c'est à qui tu donnes les autres minutes au poste 5. Parce que le petit Smith qui a été drafté, moi j'ai quand même lu qu'a priori il devrait être utilisé aussi dedans, à l'intérieur. Donc je me suis dit, écoute, on essaye comme ça en poste 5 de mettre 15 minutes au jeune Smith, puis on verra bien ce que ça peut donner. Pour ce qui est du poste 4, je pense que Dario Saric, qui a été re-signé à 3 années pour 27 millions, doit avoir un impact. Après, ça peut être en sortie de banc comme ça peut aussi être en démarrant. Hein. Je pense qu'on verra ça, mais moi j'ai choisi de le faire sortir du banc. Je donne pas mal de minutes au poste 3 à l'ami Mikal Bridges, et comme je vous le disais, Crowder va avoir les autres minutes du poste 3. Ça veut dire qu'en fait, on aura toujours, quel que soit le moment du match, sur le poste 3, j'aurai mon meilleur défenseur, ou en tout cas le type qu'on peut envoyer en mission sur les très bons ailiers adverses. On complète ensuite les minutes allouées à Crowder, qui terminera en 4 le match. Et puis après, il faut aussi nourrir Cameron Johnson, qui peut être considéré comme le reach de l'année dernière, puisque draft 2019, souvenez-vous, les Suns qui en 10 vont choisir comme ça Cam Johnson, que peu de monde imaginait à ce niveau-là. Poste 4 globalement. Je sais que des fois il a déjà dans du small ball il a déjà joué 5, mais je suis pas très très fan. Je préfère le faire jouer poste 4. Donc Cam Johnson a des minutes, le petit Smith en a également, Dario Saric prend le reste, et puis après évidemment l'alternance pour ce qui est de prendre les responsabilités du scoring, c'est l'alternance entre Paul et Booker, sachant que donc je veux avoir toujours l'un des deux sur le terrain. Ça c'est ma base. Bon, on verra sauf au tout début du 4e quart-temps, mais a priori voilà. Je vais démarrer la saison avec des minutes pour Jevon Carter, mais ça c'est à débattre. C'est pas sûr que ce soit vraiment le truc que je retienne pour l'intégralité de la saison, mais je démarre comme ça et on verra bien. C'est essentiellement pour ce qui a été défensive, parce que pour le reste, Jevon Carter, c'est une espèce de Chris Dunn moins. Hein, voilà, c'est moins fort parce qu'il y a moins de qualité globale, mais il doit pouvoir comme ça jouer un rôle. Après, j'ai hésité entre E'Twaun Moore et Langston Galloway pour les minutes au poste 2 qui me restait à pourvoir. Et je décide, en ce début de saison, de jouer la carte E'Twaun Moore, ce qui fait qu'en fait, je vais laisser hors de la rotation Galloway, Cameron Payne et Damian Jones pour le moment. Et vous verrez en fin d'épisode qu'il y aura peut-être une remise en question de ça, mais bon, il faut bien commencer par quelque chose et faire quelques petits choix. Après, on verra qu'il y a peut-être des petits ajustements à faire. Ça, c'est pour la suite. Donc,
la rotation avancée étant bien paramétrée, je veux vraiment essayer de m'immerger dans cette situation des Suns, essayer de faire les choses bien en prenant le temps et en me mettant aussi, je dirais, en situation de connaître le roster et de pouvoir essayer de tirer le max de chaque joueur concerné en tout cas par la rotation pour le moment. Vous voyez que c'est assez équilibré en sortie de banc, on est entre 15 et 18 minutes pour tout un tas de joueurs intéressants. Je pense que Jalen Smith, il faut le développer de manière certaine. Et Cam Johnson, il faut essayer aussi de le développer. Pour le reste, Saric et les deux autres resteront plus ou moins à leur niveau, je pense. Ball Booker et Paul, donc le maximum possible. On est d'accord que Mikal Bridges et Jay Crowder, offensivement, ils vont hériter des miettes, en tout cas si j'ai la manette. Après, c'est clair qu'en simulation, ce sera sûrement tout autre, et puis surtout, hâte de voir dès le début de saison quels peuvent être l'impact de ces deux joueurs. Mais pour moi, qui joue en 4x5 minutes, l'impact de Bridges et Crowder va être forcément limité par le fait qu'ils sont, vous savez, il y a cette question du tir extérieur qui est un petit peu délicat à rentrer pour le moment. Je pense que ça viendra. J'ai remarqué que tout dernièrement, là, depuis 2-3 jours, ça va un petit peu mieux. Est-ce qu'il y aurait eu une légère mise à jour de Touquet? Ça n'est pas impossible. Ce que je vous proposerai sera en niveau superstar, tout comme mes autres vidéos. Je ne veux pas démarrer plus bas et tant pis si je prends des tôles pendant quelques temps, mais ce ne sera pas forcément le cas. Donc voilà, l'entraînement d'équipe est évidemment l'occasion de pointer sur la défense, puisque je pense que ce sont des qualités défensives qui manquent à quelques-uns de nos joueurs, même si c'est pas le cas de Chris Paul par exemple. Et puis pour ce qui est de l'entraînement individuel, c'est l'occasion d'en parler un petit peu. J'aime bien, moi, avant je le personnalisais à outrance, mais je me suis rendu compte qu'il était peut-être suffisant de rester sur un entraînement par type de joueur, et simplement en allant comme ça choisir le type d'entraînement qu'on va privilégier. Ici pour Booker, le ailier polyvalence me paraît très très indiqué, même s'il joue au poste 2, mais ça développe des qualités qui nous seront utiles, parce qu'il faut que Devin Booker sache tenir un petit peu ses attaquants au poste 2. On sait que la ligue regorge de talent, donc c'est ce qui sera fait. Pour Mikal Bridges, ce sera le même entraînement, un entraînement d'ailier polyvalent. Il va falloir aussi faire attention, parce que oui, Crowder, Paul sont des vétérans, on ne va pas changer leur manière de jouer, donc je laisse un entraînement automatique, mais en revanche, pour Ayton, qui est encore jeune et qui doit beaucoup se développer, pivot polyvalence paraît totalement justifié. Après, on va passer également, pour Dario Saric, je ne sais pas s'il a vraiment une marge à ce stade. Dario Saric, on sait ce qu'il peut apporter, mais est-ce qu'il peut faire mieux qu'un poste 4 qui stretch la défense? Je ne le pense pas en tout cas. Voilà. Après, on est évidemment ici sur un entraînement important, puisque je vais choisir ailier fort de nouveau pour notre ami là. Voilà. Pour Jalen Smith. Donc Cameron Johnson, pardon. Jalen Smith arrive tout de suite. On va sûrement prendre la même chose. En fait, vous voyez, il y a 3 ailiers forts comme ça qui ont des profils. Allez, Jalen Smith, je demande à voir. Mais pour Cam Johnson et Dario Saric, sont des profils qui sont relativement proches. C'est-à-dire que défensivement, c'est la Bérésina. Et en revanche, c'est vrai que offensivement, ils peuvent représenter un danger si tant est qu'on arrive à mettre les shoots extérieurs. Donc c'est vrai que on sent venir que ça peut être un point faible. Déjà, si on n'arrive pas à planter les 3 points ouverts. Si on arrive à planter ou faire du pick and pop avec ces types-là, sinon, c'est sûr que c'est très intéressant d'avoir ces postes-là, ce poste 4 qui est pourvu de shooters. C'est extraordinaire si on les rentre. Voilà, tout simplement, si on rentre les shoots. Après, pour ce qui est du mentorat, je ne trouve pas qu'il soit
y a pas d'une masse de mentorats qui deviennent intéressants. Du coup, je me suis dit, allez, on va mettre TJ Crowder. De toute façon, DeAndre Ayton, il évoluera par lui-même. Donc, il n'y a presque pas besoin de le mentorer, puisqu'on n'a pas de vrai intérieur qui est capable, comme ça, je sais pas, un Al Horford ou le genre. Donc, pas la peine de s'exciter là-dessus. Chris Paul, par contre, va mentorer Devin Booker, et on va comme ça, par exemple, voilà, pro de l'esquive, ça me paraît être intéressant. On peut imaginer comme ça une influence de Chris Paul sur on va dire, la création, le playmaking de Devin Booker, ainsi que sur peut-être aussi certaines qualités défensives. Voilà un petit peu les deux axes pour Devin Booker. Plus de création, plus de qualité défensive, c'est un petit peu ce que je lui souhaite. Voilà, et on va démarrer donc avec un match du côté des Timberwolves. Alors, Timberwolves, c'est impressionnant. C'est forcément impressionnant avec D'Angelo. Vous voyez, c'est amusant, le jeu l'a positionné en deux. Ils ont mis Anthony Edwards, le choix numéro 1 de la draft 2020, au poste 3. C'est tout à fait... Enfin, il n'y a rien de choquant. Après, je ne sais pas si c'est comme ça que les choses se passeront, mais en tout cas, rien de délirant a priori dans ce qu'on voit là. On voit que leur faiblesse aux Wolves, c'est très probablement le poste 4, puisque Juancho Hernan Gomez, c'est bien, mais c'est pas non plus quelqu'un qui serait titulaire dans beaucoup d'équipes NBA. Donc, il y a peut-être là une possibilité à exploiter, une faiblesse en tout cas défensive potentielle que l'on pourrait tenter d'exploiter vis-à-vis de ces Wolves. Rubio, on sait que c'est un joueur solide, pas forcément lui qui va être la cible. D'Angelo Russell peut-être moins performant en défense, donc il va falloir voir, parce qu'il y a le côté offensif qui vraiment se pose, c'est qu'est-ce qu'on va proposer offensivement. C'est pour ça que je cible un petit peu tel ou tel défenseur. Ça démarre mal défensivement avec par contre la porte un petit peu trop ouverte à Towns. Derrière, j'envoie une brique avec Devin Booker. Il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. De la bricasse, je vais en envoyer. Mais c'est comme Hollywood, ça se passe de merde. Enfin, c'est difficile. C'est très difficile. Parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est ce que je vous disais également quand je vous ai proposé le dernier épisode sur NBA 2K là, que j'ai pu sortir, c'était avec les Raptors. Il y avait un début qui était un peu délicat et donc un peu laborieux. Mais après, vous allez voir, normalement, ça va un petit peu s'améliorer. Parce que c'est quand même en jouant qu'on arrive à comprendre des choses, notamment aussi à comprendre quelle est l'attitude du jeu. Et voilà, vous voyez, par exemple, ça doit pas arriver. Ce sont des mauvais moments, c'est pour ça que je commence par là. Autant commencer par ce qui est mauvais, et puis terminer ensuite par des choses un petit peu plus jolies et un petit peu plus adaptées. Il y a défensivement, on n'a pas un gros impact, je trouve, pour le moment. Voilà. On est obligé de se nourrir de claquettes, vous voyez. J'ai pas osé envoyer la machine à aller hoop dès le départ. J'aurais probablement dû, mais ça va venir. Et puis se pose la question, voilà, des backdoors comme ça. Alors j'utilise souvent, moi c'est un truc sur lequel je pense pas que je changerai. Une fois, je me souviens, il y a quelqu'un qui me disait dans un commentaire, c'est trop facile, tu ne tiens pas ton bonhomme, tu ne tiens pas le porteur de balle. Tu ne le tiens pas et donc c'est trop facile, tu te caches à contrôler un joueur qui ne défend pas sur le porteur de balle. En fait, c'est pas réellement parce que c'est trop facile que je fais ça. On peut estimer que c'est facile, bon, certes, mais en tout cas, c'est pas la raison moi qui me pousse à jouer de cette façon-là défensivement. C'est parce que j'estime que le basket étant un sport collectif et non pas, je suis pas en train de jouer des 1 contre 1 là. On est en train de jouer du 5 contre 5. La notion d'aide défensive est primordiale. Tout se joue sur les aides, surtout lorsqu'on a affaire à des mecs extrêmement talentueux qui sont en capacité de faire mal à peu près à n'importe qui. Donc, tiens, DeAndre Ayton commence à se faire plaisir sur
pauvre Hernan Gomez. Donc à partir du moment où le basket est un sport collectif et que la défense est un problème collectif, je considère qu'il est beaucoup plus utile et beaucoup plus pertinent de contrôler un joueur qui ne défend pas sur le porteur de balle, parce que comme ça je peux mieux intervenir et peut-être faire mes rotations défensives que si je tiens le porteur de ballon, auquel cas finalement ok, je joue le chien de garde, plus ou moins bien, hein, ça dépend. Hein. Mais par contre, je n'ai pas l'impression de jouer réellement au basket, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je fais toujours ce choix-là. Je trouve ça intéressant. Après, il faut aussi dire une chose, c'est qu'au niveau superstar, si on veut vraiment arriver à faire quelque chose de propre, et attention ici, ballon chaud, pour la victoire, dommage, on a failli gagner ce match sur ce shoot de Booker avec quelques secondes à jouer. Ça part en prolongation dès le début. Je pense en tout cas voilà, que le fait de contrôler un grand, c'est vrai que c'est une aide. Hein. C'est une aide quand on défend à ce jeu-là. Mais attention, encore faut-il que le type soit capable de venir apporter de l'aide. Des fois, il y a des petites prises à deux. Vous verrez, des fois, je me sers de Mikal Bridges pour venir en prise à deux sur un intérieur un petit peu trop fort que DeAndre Ayton ou bien Jalen Smith n'arrive pas à tenir. Bref, voilà, il y a comme ça des nécessités d'ajustement, en fait. C'est ça que je trouve passionnant pour moi. C'est plus ce côté-là qui me plaît plutôt que le côté bêtement un contre un. Je vous le dis bien volontiers. Voilà. Donc, on est dans le match. La prolongation ne se passe pas si mal. On arrive à provoquer ici une faute sur Booker en contre-attaque qui nous met à plus 3. La balle est à D'Angelo Russell qui il est somptueux. Il a cette élégance. Hein. Ce joueur est élégant. Il a aussi un joli handle. Et puis il a une capacité de scoring qui est là aussi extrêmement intéressante. Moi, D'Angelo Russell est quelqu'un qui me plaît énormément. Hein. Après, je déplorerai toujours quelque part, je suis déjà nostalgique, vous savez, des Nets 2018-2019, qui étaient un petit peu, je dirais, le vivier de l'avènement de D'Angelo Russell, avec une super saison cette année-là. Et après, évidemment, les Nets ont tout sacrifié pour ce sign and trade avec Kevin Durant et faire venir également Kyrie Irving sur leur cap disponible. Mais et du coup, finalement, on n'a jamais vu à l'œuvre les deux hommes. Tiens, d'ailleurs, est-ce que James Harden viendra ou pas? Tiens, je vous la pose la question. Je sais pas. Moi, j'ai un peu l'impression à ce stade-là que les Nets, s'ils avaient dû bouger pour Harden, l'auraient peut-être déjà fait avec une offre du type Caris LeVert, Spencer Dinwiddie, et par exemple pour matcher au niveau salarial quelqu'un comme Taurean Prince, qui a presque une quinzaine de millions sur l'année qui reste. Voilà, ce type de choses. La faute est un peu discutable ici. Hein. Mais bon, voilà. Donc je sais pas. Je sais pas si ça va bouger ou pas. Mais ce qui est clair, c'est que D'Angelo, avec Karl Anthony Towns et ce petit jeune rookie Edwards, c'est excitant. Allez, on a un ballon pour gagner le match. On va essayer de l'exploiter. Je joue l'horloge. On va pas laisser trop de temps aux Wolves derrière. Et on va essayer de tout simplement y aller sur un pick and roll. Hein, puisqu'il y a eu l'échange des défenseurs. Juancho et j'ai ciblé les deux plus mauvais défenseurs. Russell et Juancho. À partir de là, ils nous ont offert la faute que l'on cherchait. Il n'y a plus que 3, 2, 1. Shoot casse-croûte. Ça, on le connaît. Ce shoot casse-croûte de fin de match. C'est ce qui va nous permettre en prolongation d'aller chercher ce match-là. Alors, peut-être pas de la manière la plus élégante qu'il soit, mais au moins on le prend. Et ça, déjà, c'est une bonne entrée en matière. Ce que j'en retire à ce stade, c'est que Devin Booker n'a pas été exploité comme il le devrait. Je pense aussi que Chris Paul, on doit pouvoir faire un petit peu mieux avec. Et surtout, DeAndre Ayton aussi doit être maximisé parce que ce que j'ai fait avec, là, pour le moment, ne me satisfait pas
pleinement. Voilà, donc ça ce sont des petites remarques. Pour ce qui est des petits jeunes, je les ai fait exister sur du pick and roll, mais je n'ai jamais réussi à placer de pick and pop, puisque les shoots extérieurs ne rentraient pas. Et pour ce qui est de nos deux, on va dire, forwards, Crowder et Mikal Bridges, pareil, ils ont dû se nourrir un peu de miettes. Donc ça viendra à mon avis avec le temps. Mais voilà, bon, pick and roll pour Crowder, petit shoot pour Bridges, mais surtout de la contre-attaque. Et donc, voilà, je pense qu'on a fait quelque chose de sale avec Booker et avec Paul. Mais ça s'améliorera. L'extrapolé était scandaleux. Dans la foulée, ce sont les Kings qui se proposent à nous. Donc les Kings, c'est toujours intéressant à jouer parce que c'est aussi l'occasion un peu de parler des équipes. Je vous dis ce que j'en pense très humblement. On sait que Whiteside a été signé au minimum. Ils ont laissé partir Harry Giles. Mais surtout, ce qui marque l'intersaison des Kings, outre le recrutement intelligent à mon sens de Tyrese Haliburton, ce qui marque cette intersaison pour eux, pour moi, c'est évidemment le non-alignement, je dirais, de Sacramento sur le contrat de Bogdanovic. Après, ça peut s'expliquer, Bogdan, ça peut s'expliquer, mais pour autant, c'est quand même un choix qui est très fort. Parce que ça veut dire qu'il n'y a plus Bogdanovic, donc il y a plus de minutes et plus de responsabilités pour Buddy Hield. On se souvient que ça se passait très mal l'année dernière, quand Buddy Hield a compris qu'il ne serait pas titulaire. À un moment donné, vous vous souvenez, ça a basculé, il était en sortie de banc. Et c'est vrai que ça a été une catastrophe, parce qu'en fait, il n'acceptait pas du tout cette idée-là. Bon, on avait fait un bon début de match et on est en train de se faire reprendre. Après, il y a toujours la question aux Kings, puisque les vieux contrats un peu pourris des amis de Trevor Ariza et Dwayne Dedmon ont été évacués. Il y a toujours la question pour eux maintenant. Il reste Joseph, juste parmi les 3 vétérans qu'ils avaient signés l'été 2019. Il reste encore la question pour moi de qu'est-ce qui va être fait avec Bagley. Est-ce que on va le faire jouer plutôt 5? C'est qu'il y a Richard Holmes également qui a fait par contre une bonne saison précédente. Est-ce que Bagley va être plutôt 5 ou est-ce qu'il va être plutôt 4? Je pense qu'on sera probablement entre les deux. Quel sort également réservé à Harrison Barnes? Est-ce qu'on va trader ça? Parce que c'est pas quand même un très bon contrat. On sait que déjà le contrat précédent n'était pas phénoménal. Les Mavs avaient réussi à s'en débarrasser. Allez. Oh là 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 là, c'est ouvert, c'est affreux. C'est affreux. Les Mavs avaient réussi à se débarrasser de ce contrat-là en l'envoyant à Sacramento. Et puis au final, c'est difficile de vivre avec ce contrat. Donc allez, là il y a encore un shoot ouvert. Vous voyez, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'en gros, on n'existe pas sur les shoots ouverts. Donc là, il n'y avait pas encore eu le patch que je pense qu'il y a eu lieu il y a 1 ou 2 jours, comme je vous disais précédemment. Et c'est vrai que du coup, c'était calamiteux dedans. Dedans, on arrivait dehors, à l'extérieur, dès qu'on avait un shoot ouvert, on n'y arrivait pas du tout. Et la seule manière dont j'arrivais à sécuriser un peu des points, c'était soit les contre-attaques, soit les pick and roll. Et c'est vrai que souvent, on avait tendance à terminer en alley-oop. Il y a certaines actions aussi qui sont un peu indéfendables en superstar. Les pénétrations comme ceci, comme on a vu juste avant de Buddy Hield, il y a aussi d'autres types d'actions qui sont assez indéfendables. Là, c'était une très jolie sortie d'écran, Buddy Hield. On a l'impression qu'il n'y avait aucune défense ici. On est en train de prendre le bouillon en 4e quart-temps. Honnêtement, je pense pas que les Suns soient une équipe inférieure aux Kings, mais on est en train de prendre très très cher ici. Et ce n'est pas le 3 points tardif de Devin Booker qui nous rassure le moins du monde. Même si, allez, il y a peut-être encore un truc à jouer sur ce contre. Bridges. Ah là, vous voyez, c'est celui-là qu'il fallait rentrer. Ça, il fallait le mettre dedans. Parce que derrière, on va se prendre encore une petite action solitaire de l'ami Buddy Hield qui vient comme ça. Je vous ai parlé des pénétrations juste avant. Pénétration de l'IA
en superstar, quand c'est un très bon joueur qui le fait, elles sont très 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 mauvaises. Je n'arrive en tout cas pas systématiquement à les contrer de la manière dont je les contrais auparavant sur le jeu précédent, sur le NBA 2K20. Donc à partir de là, on est remis un peu au sort de l'adresse, et l'adresse a choisi son camp. L'adresse est du côté des Kings et pas de notre côté à nous. On va mettre les lancers, bien sûr, mais derrière, il va falloir essayer de faire faute ou de subtiliser le ballon. Ça ne sera ni l'un ni l'autre. Enfin, si j'ai fait faute, mais bon, bref. Je vous passe les détails. 1 sur 17 à 3 points. Voilà la stat marquante. J'ai bombardé et ça n'a jamais voulu rentrer, même sur des shoots ouverts, comme j'ai pu vous en montrer quelques-uns. Donc, défaut d'adresse qui explique cette courte défaite, avec encore du pourcentage calamiteux. Ça démarre très mal. Adresse calamiteuse pour ceux qui devraient mettre les shoots. C'est pas grave, on est qu'au début, hein, mais c'est un peu frustrant à ce stade-là. Fox et Hill ont porté les Kings et on se retrouve donc avec une petite défaite pas très sympathique avant de se confronter aux Nuggets. C'est bien parce qu'on est confronté à des équipes de l'Ouest. Donc ça permet tout de suite un peu de s'étalonner. Les Denver Nuggets en plus, c'est pas la pire équipe de l'Ouest, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est plutôt solide. Question qui peut se poser avec eux. Dans le jeu, c'est comment tu fais pour limiter Jokic. Comment tu fais également pour défendre sur Murray. Et de quelle façon est-ce que Porter Jr. sera prenable ou pas. Donc, réponse à la première question, Jokic, j'ai du mal. Je me fais partouzer. Ensuite, Murray, allez, on va dire que Murray, ça va. J'arrive à le tenir parce qu'en fait, j'ai Chris Paul dessus la majeure partie du temps, ou Javon Carter. Et du coup, Murray, il est embêté. Par contre, Porter n'est pas suffisamment embêté. Et donc, moi, ce que je retiens, c'est quand même Jokic. Et puis, toujours la question des shoots externes. Alors ici, E'Twaun Moore a mis dedans. Et lui, il faut qu'il fasse attention parce que si à l'issue des 5 matchs que je vous propose dans cet épisode, E'Twaun Moore, il nous a pas prouvé des choses, à ce moment-là, on donnera sa chance à Langston Galloway, puisqu'au final, je n'ai aucune préférence entre les deux. Vous voyez, il y a quelques shoots qui rentrent, c'est satisfaisant, mais le problème, c'est que le manque d'adresse, à un moment donné, nous a déjà mis à une dizaine de points. Surtout que derrière, vous voyez, voilà, ces actions-là, pas les contrer. Il faudrait une aide défensive. Ça veut dire que là-dessus, il aurait fallu avoir un Bridges ou un Crowder qui venait comme ça couper la route, prise à deux, mais on aurait libéré un shoot. Et prendre ce risque-là, en fait, finalement. Choisir son poison, hein, comme toujours. Par qui est-ce que tu veux te faire sanctionner? Est-ce que tu veux te faire sanctionner par Jokic, qui est certain de te tuer, ou est-ce que tu préfères tenter le coup de te faire sanctionner plutôt par quelqu'un qui n'arrivera pas... Allez, moi ça, comme c'est du... Voilà, c'est interdit au moins de 18 là. Hein. Attention, alors, même ça on le met pas, c'est fâcheux. Hein. C'est fâcheux. Donc voilà, match à oublier. Très très difficile. T'as pris une sauce absolue. C'était de la douleur. Et à partir de là, j'en tire des petits enseignements. C'est que déjà, la prochaine fois que je joue les Nuggets, on sait jamais, hein, si on avait le bonheur par exemple de se qualifier en play-off, et qu'on était 8e ou 7e et que les Nuggets étaient très très bien placés à l'issue de la saison, on pourrait peut-être les rencontrer. Il faudra cibler Jokic, point barre, hein, et se dire que les autres, tant pis, on accepte de se faire poignarder par les autres. Encore du dégueulasse avec mes shooters externes. Vous allez me dire, les deux sont liés. Hein. Si tu as du mal à défendre, derrière, tu attaques moins bien réciproquement. Surtout que comme on n'a pas bien défendu, on n'a pas eu de ballon facile en contre-attaque. Enfin, c'était la cata. C'était la cata au moment de recevoir les Clippers. Alors, là, par contre, c'est calibre Denver. Hein. C'est l'équipe qu'on attend vraiment au-dessus des Suns. Donc, je me suis efforcé de faire du mieux possible
avec ses Suns contre la bande à Kawhi Leonard, Paul George, Ibaka et compagnie. Tiens, un petit mot par rapport aux Clippers. J'étais surpris jusque-là que Lou Will et Pat Beverly soient toujours présents dans l'effectif, parce que quand on lit, et je pense qu'un certain nombre d'entre vous l'a fait, quand on s'est tenu au courant un petit peu de comment l'ambiance a été mauvaise du côté des Clippers, et ce notamment parce que des passes droits assez énormes étaient octroyés à Kawhi et à PG. On sait que notamment dans le vestiaire, c'était des mecs comme Montrezl Harrell, comme Lou Will et comme Pat Beverly qui étaient les principaux, je dirais, râleurs, qui étaient les types que le traitement particulier et un peu trop privilégié de Kawhi et Paul George offusquait et commençait vraiment à gonfler, hein, pour être très très clair, ce qui a créé quand même une petite scission dans le vestiaire. Du coup, je me suis quand même dit, alors cette intersaison, normalement, ils vont nous bouger tout ça. Ils peuvent pas continuer comme ça. Bon, bah visiblement, ils se sont dit que la gestion de Tyronn Lue allait arranger tout cela, et ils se sont dit, plutôt que de bouger Beverly et Lou Will, on va plutôt miser sur le nouveau coach, en espérant que lui soit à même de nous améliorer l'ambiance du vestiaire, mais aussi parce que on va arrêter d'offrir un traitement aussi privilégié aux deux superstars en question, enfin aux deux stars, parce que pour moi Kawhi est une superstar. Par contre, Paul George, depuis 3 ans environ, voire même depuis plus longtemps, on peut se poser la question. Là, vous avez vu, j'avais tenté une prise à 2, j'avais laissé Oturu libre. Bah, c'est bien mal m'en a pris, parce que le jeune Oturu, il est capable de rentrer aussi ses shoots externes. Donc, bah ouais, c'est difficile. C'est difficile, mais est-ce qu'on s'attendait non plus à survoler le match ? Je pense pas. Après, je crois que si c'était maintenant que je le jouais, j'aurais quelques armes supplémentaires pour essayer de leur faire mal. Mais là, en l'occurrence, même Zubac se promène. Enfin, c'est cata. Là, pour moi, on touche les limites sur ce match-là. On touche les limites des Suns au niveau de la défense intérieure. C'est-à-dire que derrière Ayton, ça va pas du tout. Et quand Zubac se régale à ce point-là dedans, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Je ne devrais pas avoir autant de plaisir de la part des Clippers. Alors voilà, vous voyez, il y a même la contestation suprême de Beverly, par exemple Ibaka, sur Ayton, qui l'empêche de poser un ballon contre la planche, quoi. C'est une catastrophe. Donc voilà, c'était un peu du même acabit que Denver. On s'est fait laminer. Bon, après, encore une fois, voilà, vous voyez, ça j'ai mis perte de balle, Kawhi qui réussit tout dans tous les angles. Voilà, bah, c'était le thème du jour. Donc grosse branlée. À voir si on pourra améliorer ce genre de situation à l'avenir, ou est-ce qu'on va toujours subir de cette façon-là. Moi, je pense que ça ira en s'améliorant. Et je suis pas inquiet outre mesure. J'estime que, ok, on a fait un match dégueu, mais c'est aussi l'occasion de comprendre pas mal de choses. Il y en a un autre qui a fait un match dégueu, c'est Paul George. Il a été bien embêté au passage par Bridges. J'avais dit qu'il allait en défense Bridges sur Paul George et Crowder sur Leonard. On a vu que sur l'un, ça n'a pas marché du tout, et sur l'autre, par contre, ça a fonctionné. Puis, on se retrouve ici ensuite opposé à Utah. Alors, je dirais que Utah, c'est plus un adversaire dans les cordes de ces Suns. Autant les Wolves, les Kings sont supposés être en dessous, on n'aurait pas dû perdre contre les Kings. Autant Denver et Clippers, c'est au-dessus, et là, il n'y a pas à rougir. On perd de 1 point ou de 40, finalement, c'est une défaite. Et en revanche, ici, voilà, contre une équipe comme Utah, il faut essayer d'accrocher. Il faut essayer d'accrocher une victoire. Alors, attention, parce que Donovan Mitchell est là. Et Donovan Mitchell, c'est quand même du bonheur en permanence, surtout quand Devin Booker s'occupe de lui. Mais si je limite tout le reste, ça veut dire limiter Bogdanovic,
ne pas me faire avoir par ce type de renversement de jeu où je n'avais pas du tout accès au fait que Ingles était solo à 3 points. Si quelques shoots daignent rentrer, on doit pouvoir faire quelque chose. Vous voyez, en ce début de match, c'est un peu délicat. Heureusement que DeAndre Ayton fait un début somptueux, notamment au rebond. Voilà, vous voyez, j'essaie de lutter contre le pick and roll parce que les écrans posés par Gobert sont très durs. Et puis, voyez la fameuse aide dont je parlais. Voilà pourquoi je contrôle le pivot. C'est pour venir en aide. Et vous verrez qu'à d'autres moments, je prendrai Bridges. Bon, en gros, défensivement, je commence un peu plus à piger le truc. Et à s'adapter. Parce que entre deux versions de Touquet, il y a quand même toujours des petites différences. Dans le gameplay, on n'est pas sur les mêmes choses. Notamment, ne pas oublier de bloquer le rebond. Parce que le rebond peut être la clé. Face à une équipe de Utah comme ça avec Rudy Gobert, le rebond, c'est la clé. Il ne faut pas laisser de deuxième chance, sinon on va se faire tuer. Mitchell fait une super première mi-temps, il n'y a pas de problème. Mais regardez, en cette fin de première mi-temps, il va y avoir un petit message d'espoir qui va être porté ici par Devin Booker, qui, en sortie d'écran comme ça, a échappé à son def et a réussi à planter. Je parlais de rebond, vous voyez. Ça, c'est ce qui ne doit pas arriver. Comme par hasard, c'était pile le moment où j'avais qui sur le terrain? J'avais pas Ayton. Donc, vous voyez, beaucoup de choses s'expliquent. Le duo Jalen Smith, Dario Saric, c'est trop léger face à des joueurs de la qualité de Rudy Gobert. Donc voilà, dès qu'Ayton est sur le terrain, on voit quand même la diff. Je me demande à ce stade-là si je vais pas... Bien sûr, je vais laisser des minutes à Saric et à Jalen Smith parce que il faut qu'ils aient des minutes. Sans cela, on prépare pas l'avenir. Voilà les backdoors là, pam. Parce que, voilà, bref, je me suis fait avoir dans le zig alors que j'étais dans le zag. Voilà. Compliqué. Après, on exploite les mismatchs. Rien n'est perdu en fait. Rien n'est perdu, on est au contact. Prise à deux sur Ayton qui fait un gros match. On ressort, Chris Paul qui plante. Voilà. Ça, c'est le basket qu'on a envie de voir. Avec des possibilités de sanctionnage. Sur le shoot extérieur. Des contre-attaques rondement menées. CP3, Devin Booker. Et on est bien dans le match. On est en money time là. Il n'y a pas de problème. On n'est pas mort du tout. Shoot légèrement casse-croûte. Clarkson se fait plaisir. Ouais, ben nous on sécurise les rebonds. Vous allez voir que dans ce match-là, au rebond, ça va bien se passer. Et puis on revient sur ce qui fonctionne pas mal également, c'est le pick and roll. Bam! Voilà, balle à Booker, parce que j'ai remarqué que Chris Paul était un peu fatigué en cette fin de match. Et c'est Booker qui va mener des pick and roll avec DeAndre Ayton derrière l'aide défensive, derrière la présence de Bridges, parce qu'il y avait une mismatch pour Gobert. Gobert a raté. On rejoue le pick and roll. Pas de problème. Et boum, voilà. Il faut profiter de ce géant que représente DeAndre Ayton. Il faut également profiter de la menace en pénétration que peut représenter Devin Booker et Chris Paul et jouer de manière agressive. Voilà ma conclusion. Enfin, c'est pas la seule. Les autres arrivent. Mais donc, essayez d'être plus agressif. Tant pis. Acceptez de jouer un peu plus de pick and roll. Prier pour que les shoots extérieurs continuent à rentrer un peu mieux. C'est-à-dire que là, j'étais à 20% et non plus à 10%. Ça change déjà. Donner comme ça des ballons... bon, bah là, ce sera un peu les miettes qui seront ramassés par nos deux forwards. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Mais surtout, en fait, ce que je me suis demandé à ce moment-là, c'est... Ouais, on voit qu'à part Mitchell, sinon on les a bien pris. On les a pas mal contenus. Ce que je me demande à ce moment-là, il y a eu 5 matchs de jouer. 5 matchs, c'est déjà représentatif, un petit peu. Ça permet de essayer de comprendre d'où les choses vont, où est-ce que ça ne va pas. Et en fait, ça va être assez incroyable. Donc moi, j'aime bien faire un classement par minute jouée. Ça, je pense que, en tout cas, voilà, c'est ma manière de lire les stats individuelles, c'est les minutes jouées. Donc, voilà, on classe par minute jouée. On a donc nos top players, évidemment, qui ont le plus de minutes dans cette équipe-là. Les contributions
Booker est en dessous, hein, mais ça va pas tarder à mon sens à remonter. Chris Paul aussi pourrait contribuer un tout petit peu plus. On pourrait espérer la douzaine de points des deux ailiers. Bon, ok. À part ça, c'est pas tellement l'analyse des points qui nous intéresse seulement, c'est aussi la question du plus-minus. Voilà, le plus-minus, à mon avis, est essentiel à comprendre si je veux améliorer mes rotations. À partir de là, moins 16 Booker, moins 25 Crowder. Les autres sont en positif dans le 5 majeur. Donc ça, c'est une bonne indication. Et quand on descend, ça éclate aux yeux. On se dit, moins 26,8 pour Saric, c'est un boulet. Moins 22 pour Jalen Smith et moins 23 pour Jevon Carter. Regardez, est-ce qu'on n'a pas ici notre 5 mineur qui est pointé du doigt de manière claire et précise? Réponse, si. Du coup, je me suis amusé, évidemment, à aller regarder. Tiens, est-ce que par hasard, ces mecs-là joueraient pas ensemble au même moment? Réponse, oui. Deuxième partie de premier quart-temps et première partie de troisième quart-temps. C'est là qu'on prend la marée. Et du coup, la thèse Damian Jones refait surface. Au moins, lui, il protégera et il prendra du rebond. Il faut lui donner des minutes. La thèse Cameron Payne prend du galon également. Cameron Payne ne devrait-il pas avoir un peu les minutes de Jevon Carter? C'est la question. Et la thèse Langston Galloway à la place de E'Twaun Moore. Bon, à mon avis, là, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, mais ça se tente. En tout cas, il ne faut pas ne pas le tenter. Et voilà donc des pistes pour la suite de cette petite aventure. Après, moi, mon plan, il est à 2 ans. Hein. Je pense vraiment que là, même ne pas accrocher les playoffs, être 9e ou comme ça, ne serait pas le drame absolu. Mais par contre, aller en playoff l'année qui suit. Ça, c'est obligatoire de satisfaire à cette condition-là. Voilà, je vous laisse sur des petites images de DeAndre Ayton, qui aura bien partousé le Jazz. Et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Bye bye.